Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. La Fed se prépare à remonter à nouveau ses taux directeurs de 50 points de base au minimum. C'est l'événement évidemment de la journée. Alors que les banques centrales dans leur ensemble sont en train de basculer en mode panique. Pour certaines d'entre elles, on a vu de plus en plus de hausses de taux non prévues ou des hausses de taux d'une ampleur qui n'était pas anticipée par les marchés. L'exemple le plus frappant aujourd'hui a été celui de la Banque centrale indienne qui a surpris avec une hausse de taux directeur qui n'était absolument pas prévue par les économistes et les opérateurs de marché à ce stade. En tout cas, première hausse de taux depuis juin 2018 pour la Banque centrale indienne. On avait vu hier déjà la Banque d'Australie qui avait augmenté ses taux mais plus fortement que ce qui était anticipé par le consensus. Et la semaine dernière, c'était la Banque de Suède, la Riksbank, qui là aussi délivrait une hausse de taux beaucoup plus rapide que prévu. Qu'en sera-t-il ce soir de la Réserve fédérale américaine et surtout du discours qui accompagnera cette nouvelle normalisation des taux d'intérêt aux États-Unis, avec en plus la question de la réduction du bilan. Voilà les sujets qui sont sur la table pour Jérôme Powell, notamment dans la session de questions-réponses face aux journalistes. Et puis demain, nous suivrons également la décision, sans surprise, d'une nouvelle hausse de taux de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui a déjà remonté 2 fois ses taux de manière consécutive ces derniers mois. Dans l'environnement européen, l'Union européenne est en train de préparer un nouveau package de sanctions contre la Russie. La Commission européenne a proposé aux États membres de décider d'un embargo sur le pétrole russe et les produits pétroliers russes. Un embargo qui se ferait de manière ordonnée, graduelle, d'ici la fin de l'année. Les nouvelles sanctions prévues intègrent également de nouvelles sanctions financières contre le système bancaire russe en intégrant notamment la plus grosse banque russe, Sberbank, au régime de sanctions actuel qui a déjà été décidé il y a quelques temps. On notera que les cours du pétrole réagissent positivement, il faut le dire, à la nouvelle de cet embargo pétrolier en préparation avec une hausse de 3,5-4% pour les cours du Brent ou les cours du brut léger américain. Voilà donc pour les sujets de marché. Nous en discuterons dans un instant avec nos invités en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure, quelques éléments d'information sur la dynamique des flux à travers les flux ETF sur les 3-4 premiers mois de cette année. Autant vous dire que l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a marqué un certain renversement en termes de tendance et de dynamique de flux. Nous en parlerons avec le leader mondial des ETF, la compagnie BlackRock bien sûr, et sa division iShares dédiée aux ETF. Et c'est le responsable France d'iShares qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour ce décryptage de la dynamique des flux de marché. Et des marchés européens qui terminent cette séance boursière dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine. Une séance négative en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC ralentit la cadence et connaît des initiatives limitées en attendant la décision monétaire de la Fed. Si une hausse de 50 points de base de ses taux directeurs est déjà bien intégrée, le principal enjeu réside pour le marché dans le rythme de réduction de la taille de son bilan. À 20h sera donc publié son communiqué, suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de Jérôme Powell. On relève aussi un certain scepticisme quant aux potentiels effets de la proposition de la Commission européenne de réduire progressivement les importations de pétrole russe. Dans le cadre d'un 6e train de sanctions à l'encontre de Moscou, Ursula von der Leyen a en effet proposé ce mercredi à l'Union européenne de réfléchir à une réduction ordonnée et progressive de ces importations de pétrole russe en vue d'un embargo vers la fin de l'année. Le baril de Brent progresse de près de 3%. Le titre de Total Energy en bénéficie, Technip Energy aussi. La bourse de New York apparaît elle aussi hésitante et ce malgré une série de résultats de sociétés
été meilleure que prévu. On remarque que le titre d'AMD s'envole sous l'effet de prévisions supérieures aux attentes. Sur le plan des indicateurs aux États-Unis en avril, d'après l'enquête ADP, le secteur privé a créé moins d'emplois qu'attendu. 274 000 créations de postes sont recensées. On relève par ailleurs qu'ADP a révisé à la hausse les résultats de l'enquête de mars. Les créations sont désormais au nombre de 479 000. Toujours aux États-Unis en avril, la croissance de l'activité dans le secteur des services américains s'est révélée moins forte que prévu. L'indice ISM des services a reculé à 57,1 contre 58,3 en mars. Sur le plan des valeurs à suivre, le titre de Solvay avance dans le vert. Le chimiste publie un bénéfice net sous-jacent en hausse de 54% à 369 millions d'euros et un EBITDA sous-jacent record à 712 millions en croissance organique de 20%. Du rouge pour EDF si le groupe fait part d'une forte progression de son chiffre d'affaires porté par la hausse des prix de l'électricité, un chiffre en hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2021. Il prévient par ailleurs que cela pourrait ne pas se traduire dans les résultats. Et puis Maisons du Monde voit son titre progresser sous l'effet de performances trimestrielles conformes aux prévisions. Le groupe annonce avoir généré des ventes de 313 millions d'euros. La journée de demain sera chargée en publications. On attend celle d'ArcelorMittal, AXA, Crédit Agricole, Société Générale, Stellantis et Legrand. Et puis après la Fed, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de faire part de sa décision. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît Vesco d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management et Edmund Ching avec nous également au plateau ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Edmund, la séquence récente des dernières décisions de banque centrale montre une certaine panique. Il y avait une urgence à normaliser, là. Alors, je ne parle pas de la Fed spécifiquement, qui est une banque centrale à part et qui a une énorme influence et qui essaye de tenir son rang avec une communication la plus précise possible. Mais des banques centrales de rang inférieur, c'était la Banque de Suède, la Banque d'Australie, la Banque indienne, ce pas des tout petits pays non plus, se retrouvent complètement prises au piège au point qu'elles sont obligées de délivrer des hausses de taux à un moment qui n'était pas prévu ou d'une ampleur qui n'était pas prévue. Oui, mais on a deux moteurs pour cette panique. Le premier moteur, par exemple, dans le cas d'Inde et dans tous les économies des pays émergents, c'est tout simplement le fait que le panier de consommation est très basé sur l'énergie et sur l'alimentation. Et les prix énergétiques, les prix alimentaires, ils ont explosé, même en Inde. Donc, évidemment, la Banque d'Inde est quand même obligée de réagir, malgré le fait qu'il ne maîtrise pas du tout ces deux coûts. Dans le cas de la Suède, le Royaume-Uni et l'Australie, on a un autre problème. On a déjà le marché d'emploi qui, effectivement, est à plein. Donc, tout le monde qui veut un travail a un travail aujourd'hui, première chose. Deuxième chose, le marché immobilier, dans tous les trois cas, est en surchauffe, à mon avis. Et donc, les banques centrales essayent de quand même gérer, effectivement, dégonfler petit à petit une bulle spéculative dans le marché immobilier qui va être quand même, à mon avis, très difficile à achever au Royaume-Uni ou en Suède ou même en Australie. Le Canada, le même problème encore. Et donc, on verra ce qui se passe là-bas. Mais on comprend qu'on est toujours dans l'idée qu'on peut être surpris par l'agressivité des banques centrales, malgré, encore une fois, une communication intense, malgré des messages qui sont déjà très agressifs. Pour aujourd'hui, pour la Fed, on a l'impression que le risque, c'est celui d'avoir un Jérôme Powell encore un peu plus agressif que ce qu'il n'a été jusqu'à présent. N'oubliez pas une chose importante, le point de départ. Le point de départ, c'est quasiment le taux zéro, ou quasiment zéro. Donc, on n'a jamais vu ça. Jamais à l'histoire. Donc, le prix de départ est tellement bas. Bien sûr, les banques centrales, au début, peuvent être agressives. La vraie question, est-ce qu'ils vont continuer à être agressifs en 3 ou 6 mois Maintenant, c'est facile. En 3-6 mois, avec une économie mondiale en plein ralentissement, pas évident, à mon avis. Plus ils sont agressifs aujourd'hui,
moins ils le seront demain. Ah oui, comme on dit en anglais, a stitch in time saves nine, c'est exactement la stratégie à mettre en place aujourd'hui. C'est exactement la stratégie que les banques centrales préfèrent faire aujourd'hui. Ouais. Absolument. Et donc, est-ce qu'il y aurait de bonnes raisons pour la Fed d'aller plus loin que 50 points de base ce soir, par exemple? Ah oui, pourquoi pas? Parce que le point de départ est très, très, très bas. Donc l'idée, c'est peut-être de faire encore plus maintenant et beaucoup moins plus tard. Pour mieux gérer le ralentissement économique qui est déjà en place. Si on regarde les scrutins ISM manufacturés ou même services, on est en plein ralentissement. On le sait. Et on le sait, et ça va être la même chose pour les ménages, ça va être la même chose pour les sociétés dans les prochains mois. Donc mieux de freiner maintenant, et après on peut aller plus lentement plus tard. Ouais. Je notais alors que la volatilité sur les grandes classes d'actifs, actions, obligations, devises, n'a jamais été aussi élevée au moment où on se parle, à la veille d'une décision de la Fed, et ce depuis plus de 10 ans, Benoît. Ça montre bien la crispation du marché sur ces sujets. Je suis désolé pour ceux qui en ont marre des banques centrales, mais c'est pour l'instant le seul jeu dans le marché, pour dire les choses. C'est clairement le driver des marchés actuellement. C'est les décisions des banques centrales qui sont un tournant historique, parce que ce qu'on va voir ce soir avec la Fed, même si c'est simplement, entre guillemets, 50 points de base, c'est historique. Sur les 10-20 dernières années, on n'avait pas vu ça. Donc il est assez logique que les marchés soient assez nerveux dans ce changement de ton. Et puis, là aussi, on voit bien dans les banques centrales, vous l'avez évoqué, c'est les faucons qui sont à la manœuvre, les gens les plus durs de ces équipes-là. Là aussi, ça faisait longtemps qu'ils avaient été à chaque fois déjoués depuis une vingtaine d'années. Ils étaient systématiquement pris en défaut dans leurs commentaires, puisqu'on faisait l'inverse de ce qu'ils disaient. Et là, il faut dire que l'inflation était toujours inférieur à ce qu'on prévoyait pendant au moins 10 ans. C'était justifié. Mais voilà, ils reprennent de la crédibilité, ils sont suivis. C'est moins favorable pour les marchés, évidemment. Et puis, c'est tout le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire que les banques centrales doivent combattre cette inflation, puisque c'est généralement leur premier objectif. Et on voit bien que les anticipations dans les marchés sont maintenant ancrées au-dessus de 3 en zone euro aux États-Unis, et ce n'est pas tolérable pour les banques centrales. Et donc, elles doivent agir. Leur arme principale, c'est la hausse des taux. La difficulté, Edmund l'a évoqué tout à l'heure, c'est que la hausse des taux directeurs, elle influe d'abord sur la demande, elle va faire baisser la demande. Or, l'inflation vient essentiellement de facteurs externes, chaîne d'approvisionnement, hausse des matières premières, etc., qui ne sont pas vraiment dépendants des hausses directeurs. Donc la difficulté, c'est que l'arme qu'elles vont utiliser, ces banques centrales, n'est pas totalement adaptée à l'objectif qu'elles doivent atteindre. La question du bilan, de la réduction du bilan de la Banque centrale américaine. Donc je rappelle, l'idée, c'est de ne pas réinvestir pour faire baisser le bilan de 95-100 milliards de dollars chaque mois, partant d'un bilan qui est gonflé à 9 000 milliards aujourd'hui. Ça, c'est nouveau, c'est attendu ce soir. Ça pourrait commencer d'ailleurs dès maintenant, dès ce mois de mai. Le marché est préparé à ça. Est-ce que ça change quelque chose à la dynamique de marché encore, après des marchés obligataires qui ont beaucoup corrigé quand même? Oui, alors c'est plutôt ça à long terme. C'est déjà ce qu'il faut se dire, c'est que quand même qu'on ait des banques centrales qui essayent de réduire leur bilan, c'est plutôt une bonne chose sur le long terme, et ça va prendre un certain temps, très long. Donc c'est bien qu'elles s'y mettent. Ça a quand même un impact sur la dynamique des flux, c'est évident. Alors pour le moment, il ne se voit pas vraiment, paradoxalement, notamment aux États-Unis, puisque globalement, quand on regarde le stock d'émissions comparé au stock de baisse de bilan, on va être assez équilibré. Mais à moyen terme, ça a un impact et ça drive globalement les rendements obligataires. À nouveau, c'est un facteur de hausse de taux supplémentaire. Ouais, de resserrement. Ouais. Ouais. Bon, sur les banques centrales, qu'est-ce qui vous interpelle ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui, Gilles? Et puis on peut inclure la BCE, parce que là aussi, de plus en plus agressif. Juillet devient non seulement live, mais on a l'impression qu'un lift-off, une première hausse de taux de la BCE en juillet, est en train de s'écrire en ce moment. Je pense que ce que pas grand monde avait anticipé, c'est les mouvements qu'on a pu avoir sur les devises. Et quand on voit un dollar qui descend à 0,5, ça signifie pour l'Europe de l'inflation importée. Donc, qu'est-ce qui détermine le cours d'une devise? Alors, il y a énormément de théories là-dessus, mais un des éléments, c'est quand même le différentiel de taux d'intérêt. Donc, avoir une banque centrale américaine qui devient plus agressive dans sa remontée de taux, quelque part,
ça contraint les autres banques centrales à réagir, pas tant parce qu'elles souhaitent le faire, mais en réaction pour défendre leur monnaie, pour éviter une dépréciation ultérieure qui viendrait nourrir encore plus l'inflation qui est exogène. Parce que, in fine, le prix du pétrole, il est en dollars. Pas encore en roubles, mais il est encore en dollars. Et donc, si le dollar monte, en réalité, on va rajouter de l'inflation. Donc, ces réactions inattendues, en réalité, il faut peut-être aussi les lire sur... Il faut éviter d'exagérer le côté inflationniste lié à l'appréciation du dollar, parce que le dollar s'est apprécié contre toutes les devises. Donc ça, c'est la première réflexion qui me vient. Et donc, oui, c'est un peu une surprise, mais en fait, personne n'avait vraiment prêté attention au niveau du dollar, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de stratégistes qui voyaient le dollar à ces niveaux-là en début d'année. L'autre point, c'est que peut faire la Banque centrale. Elle pourrait... Parce qu'effectivement, plutôt que de remonter ses taux, elle pourrait aussi décider d'avoir une action peut-être un peu plus agressive, je ne sais pas si elle va le faire, mais ça pourrait, sur justement la baisse de son bilan. Parce qu'à ce moment-là, elle pourrait envoyer un signal différent en travaillant sur une éventuelle repentification de la courbe des taux. Parce qu'on a vu comment les marchés étaient complètement traumatisés par le fait qu'à un moment donné, la courbe des taux... De 2 ans, 10 ans, c'est ça? Donc, renvoyer un signal que l'économie va bien... D'autant que quand on regarde la composante de l'ISM des services aujourd'hui, en réalité, la composante qui explique la baisse de l'ISM, c'est la composante emploi. Parce qu'en réalité, dans les services, les entreprises ne trouvent pas de salariés. Non. Et donc, c'est certes une mauvaise... Il y a 2 postes vacants pour un chômeur aujourd'hui. Donc c'est certes une mauvaise nouvelle, mais c'est que l'économie va bien. C'est que l'économie, pour l'instant, va encore bien. Et quand on regarde les résultats des entreprises depuis le début de l'année, alors ça c'est un peu plus mon quotidien, j'ai envie de dire, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit bien, Edmond le disait, l'économie est en train de ralentir. Quand vous écoutez les entreprises, en grande majorité, que nous ont dit les entreprises sur le premier trimestre? On voit bien que devant, c'est un peu incertain, donc on ne va pas relever nos guidance. On ne va pas relever nos perspectives de résultats pour l'année. Il y en a 2 qui l'ont fait. Il y a Solvay aujourd'hui et il y a peut-être Dassault Systèmes, mais elles ne sont vraiment pas nombreuses. Maersk a relevé ses guidance. Mais elles sont quand même pas nombreuses. Et pour l'essentiel, on a eu des entreprises qui nous disaient on le ferait bien, mais pour l'instant, on estime que en fait, ça ne sert à rien de le faire, c'est trop tôt, il y a trop d'incertitudes. Donc, aujourd'hui, il nous semble que, pour l'instant, les entreprises ne voient pas le ralentissement. Alors, mais c'est bien elles qui remplissent les enquêtes, c'est bien elles qui cochent les cases du PMI ou de l'ISM, c'est bien elles qui répondent aux enquêtes. Mais c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un peu une dichotomie dans le marché, parce qu'il y a un facteur d'incertitude. Et la vraie difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand cette incertitude peut être levée. C'est l'incertitude de ce qui se passe en Ukraine. Et ça... même si c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui pourrait s'arrêter demain, potentiellement. Oui, les bonnes nouvelles ne sont pas impossibles, je suis d'accord. Mais la réalité, c'est que la vitesse de ralentissement sera aussi liée sera inversement proportionnelle à la durée du conflit. C'est-à-dire que si le conflit s'arrêtait demain, en réalité, il y aura un impact qui serait plus... Et donc, aujourd'hui, on n'arrive pas à mesurer ça. Enfin, le conflit peut s'arrêter, les sanctions, elles ne s'arrêteront pas demain. On est plutôt en train de durcir... c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis justement, aujourd'hui, on est face à ça et on ne sait pas tout à fait comment le gérer. Parce que là, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne sait pas le gérer. Donc, on va avoir des sanctions qui vont se mettre en place. La bonne nouvelle, moi, je ne suis pas un expert du gaz, mais... Non, mais on y reviendra sur les sanctions. Mais voilà. Ouais, on y reviendra parce que j'ai encore une question ou deux sur la Fed et les banques centrales. Jusqu'où veut aller la Fed, Edmond? C'est le taux neutre théorique assumé par la Fed, bon, on va dire 2,40, 2,50 peut-être. Si la Fed, le discours de Powell, c'est déjà, on va neutre. Oui, mais Grégoire, c'est pas ce qui presse le marché aujourd'hui. Le marché presse aujourd'hui un taux neutre de plus de 3%, qui est assez loin des prévisions données par la Fed elle-même. Donc il faut assumer l'idée que remonter les taux au taux neutre théorique de 2,50 pour les Fed Funds, c'est pas ça qui permettra de calmer l'inflation, ou en tout cas de manière suffisante pour permettre à la Fed de s'arrêter là. Moi, je pense que déjà, le ralentissement économique dans le temps peut faire ça, tout seul, honnêtement.
Il y a une stabilisation qui peut se mettre en place, assez naturelle. C'est compliqué parce que normalement, une banque centrale, comme la Réserve fédérale, n'augmente pas les taux directs que quand on a beaucoup de croissance. La croissance, quand même, accélère plutôt à la hausse. Et c'est là le moment qu'il faut augmenter les taux. Oui. Aujourd'hui, il augmente le taux directeur au moment où on voit un ralentissement net de l'économie. Et c'est super difficile de gérer ça parce que le taux neutre, honnêtement, personne n'a aucune idée. Personne. Ni la Fed, ni n'importe quelle économie. Si le ralentissement de l'économie, une hypothèse, si le ralentissement de l'économie et de la demande n'est pas suffisant pour calmer les prix parce qu'il y a de l'inertie et parce que les hausses de prix se sont tellement diffusées largement qu'elles sont ancrées dans le système, peut-être pour plus longtemps que le ralentissement économique. C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas ça qu'on prévoit, honnêtement. Je prévois plutôt un ralentissement net, surtout de la consommation. On regarde par exemple les stocks. Les stocks aux États-Unis sont très très hauts. Donc ça veut dire qu'il y a assez de bière pour tout le monde. Sauf peut-être les voitures neuves. Mais à part ça, franchement, dans plein de produits, il existe plein de produits dans les magasins. Et maintenant, le problème, c'est que la demande est en train de ralentir. Et normalement, dans le temps, les prix des biens vont aussi ralentir. On a vu que les stocks déjà contribuaient négativement à la croissance du premier trimestre. C'est un mouvement qui peut se poursuivre. Ah ben c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Parce que la consommation ralentit. La consommation ralentit pour une très bonne raison. On paye plus pour notre nourriture. On paye plus pour remplir la voiture toutes les semaines. Donc, il faut dépenser moins ailleurs. C'est mécaniquement ça. Et les hausses de salaire ne sont pas suffisantes pour maintenir quand même une forme de résilience de la consommation ? Une chose, Grégoire. Cette année, 2022, je touche quelle augmentation de salaire ? 0%. Si vous êtes en France, oui, ça va pas être beaucoup. 0%. Mais aux États-Unis, c'est du 5-10% parfois pour certaines catégories de salariés. Pour certaines catégories, mais pas pour tout le monde. Hein. Oui, mais pour les plus faibles notamment. Pour les plus faibles, voilà. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais après deux décennies où effectivement les salaires, ils n'ont pas progressé en termes réels. Ils ont plutôt diminué en termes réels. Donc effectivement, c'est un rééquilibrage des salaires. C'est tout. Et quand on regarde le quintile des salaires les plus faibles aux États-Unis, en réalité, c'était des ménages qui, jusqu'à l'an dernier, touchaient un chèque. Et quand on regarde, en fait, la répartition, c'est des ménages qui, aujourd'hui, ont eu une baisse nette de leur revenu disponible. Oui. Donc, en réalité, ces gens-là, aujourd'hui, malgré les deux quintiles les plus bas, aujourd'hui, ont eu une perte de pouvoir d'achat nette, malgré les hausses de salaire qu'on a pu connaître chez McDonald's, chez ce qu'on a pu lire chez Walmart. Donc, en réalité, là où ça va avoir potentiellement des impacts, c'est qu'il va y avoir un nouveau tour de hausse de salaire, parce que derrière, de toute façon, on va encore sinon avoir, c'est ce qu'on a pu voir, cette polarisation. On a vu en réalité un peu partout, aux États-Unis mais en Europe. Benoît, commentaire. On peut en venir aussi au scénario peut-être embargo que l'Europe est en train de mettre en place, alors sur le pétrole russe, les produits pétroliers. Question très ouverte, qu'est-ce que ça change pour les marchés, pour les investisseurs ? Est-ce que quelque chose qui est intégré ? Et est-ce que ça permet d'être toujours raisonnablement confiant dans l'idée d'une croissance européenne décente cette année ? Bon, à très court terme, quand on regarde l'annonce, on voit bien que ça n'a rien changé sur les marchés, puisqu'ils attendent les conditions pratiques réelles de cet embargo, et on peut imaginer qu'il soit pas si dur que ce qui est annoncé en premier abord. Mais bon, pour le moment, pas grand-chose. Après, un embargo sur les produits pétroliers, de manière classique, ça va faire monter les prix à court terme. Donc ça a un effet récessif qui, à moyen terme, doit probablement se rééquilibrer. Donc, mais ça rajoute en complément, donc, un élément supplémentaire de hausse de l'inflation et donc un argument supplémentaire pour la BCE pour monter ses taux directeurs. Donc on est quelque part dans le même cycle que la Fed aux États-Unis. On va aller, le taux d'équilibre dont on parlait, le taux neutre dont on parlait, on ne le connaît pas par essence parce qu'il n'est pas stable dans le temps. Et donc on va aller jusqu'au bout pour trouver ce taux d'intérêt, ce taux neutre. Et pour le trouver, il va falloir passer par un ralentissement économique, et des deux côtés. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Ouais. Oui, donc on avance en terre inconnue, de ce point de vue-là. Oui. Et si l'embargo européen ne s'arrête pas au pétrole, on a tous compris que c'était quand même le gaz qui avait le plus d'important. Impossible d'avoir un embargo sur le gaz naturel en Europe en 2020. Impossible. Parce que ça garantit une récession très dure en Allemagne, mais même partout.
Donc ça, c'est sûr et certain, ils vont jamais faire ça. Jamais. Oui, je comprends la rationalité économique de la réponse, Edmund, mais si on est dans une dimension politique, non, Même. vous y croyez pas. Ils vont perdre trop de votes. N'importe quel gouvernement va sortir aux prochaines élections. Garantie. Voilà, donc c'est pour ça ils vont jamais le faire. Ce qu'on commence à lire, c'est qu'en réalité, s'il devait y avoir un ban sur le gaz, on pourrait avoir un ban qui pourrait se mettre en place d'ici 5 à 6 mois. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça serait le temps nécessaire pour reconstituer les réserves, remplir tous les réservoirs Pour l'hiver. ce qui Et ensuite, laisse la aussi le temps. substitution permet... Voilà. Donc, c'est dire, oui, on va prendre mais en fait, on va le prendre dans 6 mois. Ce qui fait un effet d'annonce, mais ce qui fait qu'entre-temps, on évite le côté le plus dur. D'accord. Et Comment on maintient l'approvisionnement en gaz, sachant qu'il y a quand même des exigences, si on rentre un peu dans la technique, Gas for Ruble, ça existe. La Pologne et la Bulgarie en ont déjà fait les frais. Il y a des échéances de paiement pour les grands acheteurs de gaz européens, les énergéticiens qui arrivent mi-mai, fin mai. Il faut bien qu'on trouve un moyen de ne pas provoquer la rupture à ce moment-là. Non, mais effectivement, et c'est ce qu'on vient de dire là, c'est que c'est du structurel et pas du conjoncturel qu'on va mettre en place. Donc ça prendra du temps. Ouais. Il est clair que le fournisseur, la Russie comme fournisseur principal de l'Europe, c'est probablement derrière nous. Mais ça prendra encore beaucoup de temps et plusieurs trimestres avant que ça se mette réellement en place. Après, c'est quoi la conséquence ? C'est votre question indirecte derrière. La conséquence, c'est des prix énergétiques plus élevés. Puisqu'il va falloir trouver d'autres sources d'approvisionnement. Ces sources d'approvisionnement, on pourra les trouver auprès d'autres producteurs, mais on les trouvera auprès d'autres ressources plutôt renouvelables et qui, à court terme, seront probablement plus chères. Ouais. Tout sera plus cher. Ouais. Renouvelable ou pas renouvelable. Ah oui, Bon. c'est sûr. Comment on assure là, les quelques semaines Il faut simplement espérer que le temps soit doux en Ouais. Europe. Ouais. Jusqu'à cet hiver. Non, Ouais, mais exact. Parce qu'effectivement, la demande de chauffage baisse, donc la demande pour le gaz naturel baisse aussi. Voilà, on consomme moins de gaz en été. Voilà. Sur les entreprises, donc n'oublions pas, on est quand même en pleine période de publication de résultats, donc on a suivi des publications un peu emblématiques, mais qu'est-ce que vous retenez des messages des entreprises à ce stade, hein? On a déjà évoqué la question avec Gilles, mais on peut y revenir avec vous, Benoît, et puis de la manière dont le marché réagit aussi aux publications. Oui, alors on vient de le dire, hein, ce qui est intéressant, c'est que les publications, elles sont plutôt bonnes. Hein, on avait plein d'éléments qui pouvaient nous inquiéter. En fait, les entreprises, elles réalisent tout à fait correctement leur trimestre. Il est évident que dans cette conjoncture-là, elles n'ont aucun intérêt à s'avancer sur les prochains trimestres. Ça n'aurait pas de logique, à moins d'avoir des très fortes convictions, vu l'environnement très difficile pour n'importe quel directeur financier de vous dire voilà ce qui va se passer fin 2022. Donc elles sont très prudentes sur l'horizon et c'est logique, mais l'exercice est plutôt bien réalisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le moment sur les prochains trimestres ? Ça veut dire que quand même, les marchés actions, ils vont avoir du mal à se projeter. Hein, parce qu'on n'a pas de perspective ou elles sont prudentes, les perspectives. Donc c'est très difficile pour les marchés actions pour le moment de se dire tout va bien et on peut repartir à la hausse. Donc pas de moteur pour une performance positive à court terme sur les marchés actions. En fait, je pense que le principal frein pour le moment, comme sur les marchés obligataires, c'est que d'abord sur les marchés actions, il va falloir savoir jusqu'où on va du côté des banques centrales. C'est quoi le point d'arrivée de ces hausses de taux directeurs ? Quand on en sera à peu près au clair sur ce point-là, on pourra se projeter sur une séquence de résultats. Mais c'est encore trop tôt. Qu'est-ce qu'on aura envie de racheter ? Parce que bon, le Nasdaq à moins 20, historiquement déjà, ça doit quand même alerter un peu les esprits pour des horizons de temps long terme. Est-ce que moins 20, c'est déjà une limite pour la baisse du Nasdaq, ou est-ce que ça peut être beaucoup plus ? Parce que dans le moins 20 du Nasdaq, il y a quand même une majorité de valeurs qui sont déjà à moins 50, voire moins 60, moins 70. Et si le Nasdaq est à moins 20, c'est grâce à 2-3 valeurs, type Microsoft, type Apple, type Alphabet, Google. Tesla a décroché, Nvidia a décroché, Netflix a décroché, Amazon a décroché. On parle quand même de grosses valeurs, là. Oui, c'est très intéressant ce qui se passe sur le Nasdaq parce que c'est annonciateur d'un nouveau cycle qui vient de s'enclencher. Le cycle précédent, on va dire 2009-2019,
il a favorisé certaines valeurs technologiques. Alors, il a favorisé le marché actions de manière globale par la baisse des taux, essentiellement, et le rachat d'actions aux États-Unis. C'était les deux gros moteurs. Ils ont vécu, ils n'étaient pas forcément les moteurs les plus sains à moyen terme. Et on rentre dans un nouveau cycle où ces valeurs-là, côté technologique, elles doivent se réinventer, où on va trouver d'autres champions. Je reprends l'exemple, par exemple, d'un Facebook qui essaye de se réinventer, qui se cherche, parce qu'il a bien compris que le moteur des 10 dernières années, il est fini. Ouais. Il faut le trouver maintenant, le nouveau moteur. Et même la croissance infinie des utilisateurs, ça c'est fini. Derrière. On voit bien l'exemple frappant de Netflix, alors que pourtant il est plus récent dans ce modèle-là. Ça commence à caler. Donc les nouveaux moteurs, ils sont différents. Le cycle qui s'annonce, il est différent. Il est plus sain à notre sens, parce que c'est plutôt un cycle d'investissement des entreprises. Et que le moteur, dans ces cas-là, il est beaucoup plus durable et plus positif. C'est que les entreprises doivent réinvestir massivement. Elles réinvestissent où ? Dans des thématiques de transition. Il faut absolument qu'elles y aillent. Elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'est très important. Et c'est des dizaines de milliards, année après année, pendant les prochaines dizaines d'années. Donc c'est essentiel. Elles doivent se réinvestir dans la digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas forcément la technologie de ces 10 dernières années. C'est pas forcément Facebook, justement. C'est autre chose. C'est d'autres acteurs. Est-ce que les acteurs gagnants de la décennie précédente seront les mêmes ? C'est pas évident. Et d'où ce phénomène sur le Nasdaq qui est le plus criant, parce que c'est lui qui concentre bien toutes ces valeurs-là, qui est le grand perdant, parce qu'il va falloir qu'il y ait une certaine rotation dans les valeurs de l'avenir. Mais on va retrouver des vainqueurs, parce que les entreprises doivent faire leur mue sur la transition énergétique, c'est obligatoire, et doivent faire leur mue sur la digitalisation. Les investissements, ça peut peser sur les marges. Alors ça peut peser sur les marges, bien sûr. Donc ça, c'est une difficulté pour les entreprises, on va dire, de l'ancienne économie, entre guillemets, parce que ça coûte. Mais si elles ne le font pas, elles sont perdantes. Donc ça peut peser sur les marges. Et puis derrière, il y a les entreprises qui apportent les solutions. Qui fournissent. Et là, c'est là que vous trouvez les vecteurs de la croissance. Ouais. Sur ces considérations de marché, Nasdaq, c'est emblématique, mais effectivement, dans la tech, dans les valeurs de croissance visible, patrimoniale, il y a eu beaucoup de dégâts déjà. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'était la baisse de 20%, certes, mais il ne faut pas oublier d'où on vient là aussi, et que la hausse, elle était liée en grande partie à la baisse des taux qui avait poussé les valorisations vers le haut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les plus grosses valeurs... 20%, c'est juste peut-être une étape ? Mais pour un certain nombre de valeurs, en réalité, alors le 20%, il est composé, il est agrégé. Donc, mais pour un certain nombre de valeurs, la baisse de 50%, c'était des modèles économiques qui ne tenaient pas la route. Donc, à la limite, 50%, ça peut perdre 80%, c'est pas gênant, quoi. Je veux dire, c'est des boîtes qui n'avaient pas de modèle économique pour un certain nombre d'entre elles. Après, il y avait effectivement les 3-4 qui tiennent, qui n'étaient pas forcément les plus chers, mais qui aujourd'hui qui avaient de manière assez intéressante contribué à ce qu'on a pu assister à une montée des marges des entreprises et du marché. On a eu une coïncidence entre baisse des taux, baisse de l'inflation, montée des marges des entreprises. La question que moi je me pose, c'est de dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une concomitance qui fait qu'aujourd'hui, si on commence à monter les taux, monter un point d'inflation, est-ce que finalement les marges ne vont pas être sous pression ? Et intuitivement, j'ai l'impression que oui, surtout que, moi c'est un thème que je regarde depuis longtemps, c'est qu'en réalité, ces sociétés qui sont aujourd'hui les champions du Nasdaq, elles ont vécu dans un Far West. Et que Apple, entre les amendes, mais le fait de ne plus pouvoir vendre ses câbles comme il le souhaite, de devoir partager sa puce NFC, de ne plus avoir les cookies, tout ça. Ces petits grains de sable mis bout à bout, ça change un peu le cas d'investissement. Mais ça change un peu parce qu'en réalité, ce chiffre d'affaires qui était fait, additionnel, mais qui ne supportait pas de coût marginal ou très peu, en réalité, avait un effet démultiplicateur sur le résultat. Donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'effet de levier opérationnel, il a fonctionné à la hausse, il peut fonctionner à la baisse. Et là encore, on se dit, c'est pas cher. Ça reste encore des... Il ne s'agit pas de dire que c'est mort, mais c'est dire, à un moment donné, on peut avoir des révisions à la baisse, y compris sur ces sociétés-là. Donc, première chose. Deuxième chose, où est-ce qu'on peut investir ? Et donc, la montée des taux, c'est dire, on va continuer, on a encore de la place pour avoir une normalisation de la divergence de valorisation qu'on a pu observer depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, cette normalisation n'est pas encore terminée. Est-ce qu'on va la faire ? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Jusqu'où ? On verra. C'est pas sûr qu'on... Mais pour l'instant, on est dans la phase ascendante. Mais aujourd'hui, on n'est pas revenu sur les moyennes historiques entre l'écart de valorisation entre les valeurs les plus chères et les valeurs moins chères.
Première observation. Deuxième observation, où est-ce qu'on investit ? Effectivement, là, je pense que les transformations en cours de l'économie offrent des opportunités. Et les opportunités dont on parle, c'est toutes les transformations nécessaires. Alors, il y a bien entendu la digitalisation, c'est comment on refait, comment on retravaille nos chaînes de production pour être plus efficients, pour travailler plus à façon, de manière plus personnalisée. Mais c'est toute la transformation pour passer d'une économie qui fonctionnait au pétrole sur une économie qui va fonctionner à l'électricité. C'est plus de 4 trilliards d'investissements, dont une grosse partie dans les réseaux. Et donc tout ce qui peut être lié à l'efficience énergétique, et c'est toutes les économies circulaires. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un problème de ressources. Donc aujourd'hui, moi, on parlait de fonds thématiques, s'il y a aujourd'hui une thématique qui m'intéresse de manière un peu transversale, c'est cette thématique, alors, qui va se confondre avec le ESG, c'est cette thématique de soutenabilité de l'économie. Comment on fait pour avoir un modèle de développement d'entreprise qui soit soutenable dans le temps, c'est-à-dire qui soit conscient des ressources qu'il utilise et pour les utiliser mieux. Ces thèmes-là, ils sont attaqués sur les marchés. Mais parce qu'il y a une partie de ces sociétés-là qui sont trop chères. Il y avait une partie de ces sociétés-là qui était trop chère. Oui. Mais c'est bien un problème pour l'investisseur. Mais pas toutes. Les sociétés de services aux collectivités, qu'ennuyait tout le monde, les réseaux dont on a déjà parlé ensemble, les Iberdrola, aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont en hausse. Ouais. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les éoliennes. Les éoliennes, le problème des fabricants d'éoliennes, c'était la même chose quand ils faisaient des turbines à gaz, c'est des boîtes qui ne font pas de profit. Bon, donc, vouloir penser que parce que c'est du vent et puis du gaz, ces boîtes-là vont mettre du profit, peut-être. Moi, il n'y a rien qui le prouve. Donc, je pense qu'après, il faut regarder les comptes de résultats des entreprises. Ce n'est pas parce que ça devient à la mode que c'est pour ça que les modèles économiques sont mieux. Sur la partie investissement, Edmund, Nasdaq à moins 20, déjà dans une logique patrimoniale, est-ce qu'on regarde déjà en ce moment ? Et puis, est-ce qu'il y a un excès de pessimisme dans le marché qui peut, déclencher quelque chose de plus positif si jamais les mauvaises nouvelles qu'on craint ne se matérialisaient pas totalement, ou même si des bonnes nouvelles apparaissaient par miracle ? Oui, mais honnêtement, si on regarde la performance entre 2011 et 2021 de l'indice Nasdaq, c'était quand même phénoménal. Et peut-être, quand même, tous les investisseurs ont oublié plusieurs autres secteurs comme les matières premières, les pétroliers. Je dis, je m'en fous, j'achète que la tech et j'oublie les autres secteurs. Le régulateur leur a dit qu'il faut arrêter aussi à un moment d'acheter ces boîtes-là. Maintenant, les priorités politiques, géopolitiques, mais aussi économiques, ils ont bien changé maintenant. Donc peut-être c'est la rotation sectorielle énormissime que se met en place. Il faut maintenant vendre la technologie plutôt pour acheter les producteurs de matières premières. Même après les mouvements déjà de rééquilibrage qui peuvent paraître spectaculaires, vous dites, attention, quand on dézoome, c'est peut-être pas fini. Voilà, parce que Grégoire, on a vu un sous-investissement colossal dans les matières premières, dans les mines, dans les puits pour le gaz et pour le pétrole depuis 10 ans. 10 ans. Donc ça ne change pas dans un an. Donc la sous-performance des sociétés minières, des sociétés pétrolières est quand même énorme face au tech. Quand ces sociétés-là vont et affichent déjà des profits, des super profits avec des cash flows historiques, vous voyez où je veux en venir. Il n'y a plus de politique monétaire, il n'y a plus de soutien monétaire. Il faut bien que les États se redonnent un peu de marge de manœuvre. Est-ce qu'il n'y a pas des effets d'opportunité peut-être négatifs d'ailleurs pour les actionnaires de ces sociétés ? Les États vont, et c'est déjà en place, vont être tentés d'aller capter une masse de ces profits. C'est gênant pour l'actionnaire dans l'équation, ça. Oui, mais ce n'est pas aussi évident que ça, Grégoire, pour une simple raison. Les gouvernements aussi, ils veulent que les sociétés pétrolières, mines et tout, investissent de plus en plus dans l'énergie renouvelable, dans les nouveaux puits, pour augmenter l'offre de l'énergie. Parce que pour remplacer l'énergie de la Russie, il faut quand même, on a de l'énergie de quelque part. D'accord ? Donc, c'est difficile de dire, d'un côté, on va mettre un impôt supplémentaire sur toutes les sociétés pétrolières parce qu'ils gagnaient trop de profits, mais en même temps, en disant que il faut qu'ils investissent de plus en plus.
Voilà, il faut quand même en faire un accord. On a connu d'autres types de contradictions. Ce serait une contradiction de plus, mais oui, vous dites il faut quand même qu'il y ait une rationalité économique derrière les décisions politiques qui puissent... Le deal qu'on risque d'avoir, c'est qu'effectivement, ça va être... on va forcer les entreprises à réinvestir et à ne pas faire de buyback et pas de faire de rachat d'actions. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que certaines sociétés pétrolières disent en fait, aujourd'hui, j'ai énormément de cash que je vais commencer à racheter mes titres. Et ce à quoi on risque d'assister, en réalité, c'est de voir ces entreprises qui, aussi pour le bien collectif, vont dire non, finalement, je vais plutôt réinvestir et accélérer mon réinvestissement parce qu'en plus de ça, ça va me permettre d'accélérer ma transition. Ouais. Donc ça va devenir des boîtes de croissance, quoi. Alors, attention, parce que dans un premier temps, c'est dilutif sur la rentabilité. Exact, ça dépend de la marge de rentabilité. Et donc, là où ça va être compliqué, on a déjà vu, le gouvernement italien, c'est le premier à l'avoir fait passer, à venir taxer les surprofits des valeurs énergétiques. Pourtant, il connaît quelque chose en économie, le président du Conseil italien. Et dedans, il y a Eni. Alors qu'on dit c'est que les valeurs pétrolières, parce que les profits ne sont pas locaux. Donc, il va y avoir un deal. Et c'est là où aujourd'hui les sociétés utilities de services collectifs sont intéressantes. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, un certain nombre de gouvernements ont essayé de mettre un cap sur les prix d'électricité. Et en réalité, ils n'y arrivent pas, parce que sinon, c'est ce qu'a fait Iberdrola en Espagne. C'est-à-dire, vous me mettez un cap, j'arrête d'investir. Oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, elles ont une situation où il y a un besoin d'investissement. Et ces investissements ne se feront que si... Il y a un rapport de force. Et aujourd'hui, il y a un rapport de force qui, moi, depuis que je travaille, n'a jamais été aussi favorable pour ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que... Face à la puissance publique, face à l'hyper-étatisation à laquelle l'exemple espagnol, pour moi, est criant. Et c'est ce qui fait que, et pour moi, ça a été un peu un wake-up call en me disant le secteur n'a jamais été aussi bien placé à un moment donné où les prix de l'électricité et les prix montent. Donc, Bon, intéressant. Est-ce que, de manière générale, là, on est encore très positionné. Alors, il y a les tendances de long terme, mais on se protège encore du risque inflationniste à ce stade. C'est encore dans les portefeuilles quelque chose qui est très présent, être à l'écart de l'obligataire, être long dollar, enfin toutes les grandes tendances là qui marquent les 3-4 premiers mois de l'année. C'est encore quelque chose qui est dans une approche globale macro. À notre sens, c'est maintenant un peu tard de se protéger contre la hausse de l'inflation. Alors sur la partie obligataire, qui est au cœur de la crise actuelle, parce que c'est là que les baisses sont les plus fortes en relatif, on est plutôt en train de réinvestir progressivement, puisque là, on retrouve des opportunités en termes de rendement. C'est la bonne nouvelle de cette crise, c'est qu'enfin, on retrouve des taux positifs sur le marché obligataire. Ça semble étonnant, mais c'est bien ça. On revient vers un monde normal obligataire. Donc, on commence progressivement à réinvestir pour reprendre du rendement dans les portefeuilles. Il faut le faire très progressivement, puisque, on l'a vu tout à l'heure dans les décisions des politiques monétaires, on ne sait pas exactement encore où on va. Donc, se protéger contre l'inflation, probablement trop tard. Commencer à jouer les hausses de taux, oui, bien sûr. Et puis sur la partie action, on voit bien que la volatilité va rester de mise à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités quand on voit ces perspectives de long terme qu'on évoque tous. On passe d'un monde où les ressources étaient, selon notre perception, infinies, à un monde où les ressources sont limitées. Ça change complètement. C'est un changement de paradigme majeur pour les entreprises qui apporte aussi des opportunités majeures. Pour le moment, le marché ne fait pas le tri. Et donc, quand le marché baisse, il baisse un peu sur tout. Et c'est à nous aussi de faire ce travail-là de sélection pour trouver les valeurs de demain qui ont des vraies opportunités et qui vont baisser pour le moment comme les autres. Petit tour de table rapide pour prendre votre sentiment sur la Chine. On n'aura pas le temps de faire toute l'histoire chinoise, mais est-ce qu'à un moment, on peut imaginer que, je sais pas, une deuxième partie d'année soit un peu meilleure sur le plan économique, sur le plan sanitaire et peut-être sur le plan des marchés chinois également, même si l'investissabilité des marchés chinois est remise en cause aujourd'hui, ça soulagerait quand même un peu tout le monde, j'ai l'impression. La Chine, dans notre scénario, c'est un peu la déception de l'année parce qu'on misait beaucoup comme un moteur de croissance pour l'année à venir, puisque après une année 2021-2022 décevante, le gouvernement avait tout intérêt à relancer. On voit bien qu'avec la politique zéro Covid, tout ça est complètement mis à mal et que même s'ils vont tout faire pour relancer, l'impact sera plutôt en 2023. Donc ce moteur de la croissance, il est malheureusement complètement mis à mal. Et en plus, ça rajoute une zone d'incertitude sur l'inflation. Cette politique de zéro Covid, elle perturbe elle aussi les chaînes d'approvisionnement et elle complique la lisibilité de l'inflation. Donc voilà, ça c'est une déception pour l'année et je pense que les points positifs arriveront plutôt en fin d'année ou en 2023. D'accord. Oui.
Donc, c'est pas pour tout de suite, dans le temps des marchés en tout cas. Sur la Chine, Edmund? Sur la Chine, globalement, on est neutre pour l'instant, mais je vois le deuxième semestre de l'année plus positif pour la Chine parce que je vois que le taux de Covid en nette baisse en Chine. Première chose. Deuxième chose, la politique monétaire va être assouplie encore plus pour booster la croissance économique. Et enfin, la réglementation des sociétés technologiques, je pense qu'enfin, on vers la fin, qui est vraiment la peur pour les investisseurs, surtout étrangers, à investir dans Alibaba. C'est impossible quand les règles changent tous les jours. Vous avez vu qu'il y a un grand symposium là qui va réunir les grands dragons technologiques chinois et les officiels à Pékin. Il y aura de belles photos, j'imagine. Ça va être je pense peut-être on va avoir un grand accord entre le gouvernement d'un côté et les grandes sociétés technologiques chinoises de l'autre côté. Hein. La grande réconciliation après la grande répression. Oui? Non? Non, c'est l'avantage ou l'inconvénient d'un marché comme la Chine, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide. Donc quand il va décider de réaccélérer, ça va être un peu plus facile. Je sais pas, parce que pour l'instant, ils sont empêtrés quand même dans le Covid qui complique les efforts de relance. On peut baisser les taux, faire ce qu'on veut, les gens sont confinés, ça consomme pas, quoi. Pour l'instant, ils gèrent ça, mais on l'a vu quand ils décident de réaccélérer. Bon, la question où ça peut déposer des questions pour les marchés autres, c'est qu'effectivement, c'est un point important dans la contribution à la croissance mondiale. Et donc, cette contribution, elle sera moins de cette année, sans doute un peu mieux l'an prochain. Bon, à suivre, la Fed ce soir, la Banque d'Angleterre demain, pour revenir sur le temps court des marchés, mais des décisions évidemment importantes à suivre dans cette séquence Banque Centrale. Merci à vous trois, Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management, Gilles Guibou, AXA IM et Benoît Vesco, Mescart Hamilton Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dynamique des flux et on va rentrer un peu précisément dans cette dynamique de flux avec le leader mondial de la gestion passive, des produits indiciels, les ETF pour dire les choses simplement, l'activité de BlackRock bien sûr, alors qui s'appelle iShares et son responsable est avec nous en plateau, Arnaud Gian. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Vous avez une vue globale évidemment en tant que leader de marché sur la gestion passive, mais une vue globale de tous les acteurs sur la dynamique des flux à travers ces produits indiciels. Alors une vue globale au moins sur les 3 premiers mois de l'année jusqu'à fin mars. Donc déjà je veux bien qu'on reprenne un peu cette histoire-là. Qu'est-ce que vous avez pu observer des tendances de flux justement dans votre industrie. Et puis on pourra venir peut-être un peu plus précisément sur les dynamiques un peu plus récentes que vous pouvez observer chez iShares BlackRock. Mais sur ce premier trimestre conclu de 2022, Arnaud, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, il y a plusieurs choses déjà à discerner. Il y a 2 histoires sur le premier trimestre. Donc, si on regarde juste les chiffres et qu'on dézoome, on est sur un très bon trimestre, en ligne avec 2021. Donc, sur un rythme de croisière d'une centaine de milliards qui vient se rajouter tous les mois, alors même qu'on avait effectivement des signes de surchauffe aux États-Unis et des tensions plutôt en Europe. Les choses qui ont un petit peu basculé, c'est que effectivement sur la partie zone européenne, on était dans l'attente d'un redémarrage effectivement de l'activité. On avait vu les États-Unis beaucoup plus forts en 2021. On s'était dit ok, il y a 6 mois d'avance sur les vaccins, donc on va avoir la même chose au premier trimestre en Europe. Ça s'est pas passé pareil. Donc on a eu le début d'année très prometteur. Donc les marchés et 2, les flux sur les actions européennes ont été très forts. Jusqu'à mi-février, inversement de tendance, que ce soit outre-Atlantique ou ici, mais tout ce qui était indexé sur les actions européennes se sont inversés. Et là, maintenant, on est carrément en territoire négatif par rapport au pic qu'on avait vu sur les actions européennes. Comment vous qualifiez d'ailleurs les sorties que vous avez pu observer sur les produits actions européennes ? Ça a été brutal, violent. Si on donne un peu de perspective par rapport à ça, ou est-ce que ça reste mesuré, ou est-ce qu'il y a eu un peu de panique peut-être à travers les flux de collecte et de décollecte en l'occurrence ? C'est pas forcément des vents de panique comme on a pu connaître dans les autres crises, parce qu'on a des à-coups, on a très souvent en fait des petits rebonds, donc c'est vraiment venu, j'ai envie de dire progressivement. En fait,
aujourd'hui, on réalise qu'on est drivé par la macro, c'est-à-dire qu'on avait vu avec cette pandémie plutôt la micro revenir un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait des allocations sectorielles qui étaient très marquées, des dispersions assez importantes. Aujourd'hui, si vous me demandez quels sont les 3 thèmes du moment à la lecture des flux, encore une fois, c'est inflation, inflation, inflation. Donc on est vraiment drivé par ça, et donc les ETF jouent vraiment ce rôle-là, mais on voit que c'est quand même par à-coup. On a souvent une très mauvaise nouvelle, un peu plus mesurée, et on repart un peu à la baisse. Donc on a eu ces à-coups sur les actions européennes. Il y a eu quand même malgré tout 2 histoires, c'est-à-dire qu'on parle de l'Europe très souvent au sens large. Maintenant, on va devoir faire un peu de distinguo parce que les actions eurozone, c'est elles qui ont été ciblées. Ouais. Alors, de par peut-être la dépendance par rapport à l'énergie et le conflit, mais quand on regarde le UK, le UK s'en sort très bien. Ouais. En performance et également en termes de flux. La Suisse aussi, peut-être un peu neutre dans le... Voilà, exactement. Et donc, on a vraiment 2 histoires. Mais ce qu'on a eu sur le premier trimestre, qui est assez marquant, c'est qu'on n'a pas eu du tout des ventes massives. C'est-à-dire qu'on a ces réallocations. Mais encore une fois, j'ai dit, on garde le rythme de croisière et mois après mois. Au global, ça reste une collecte globalement positive pour l'industrie. Très positive. Ouais. Si on regarde les matières premières, on a effectivement au mois de mars un record. Je pense que les gens ne s'attendaient pas nécessairement à atteindre ce record, alors qu'on a connu sur 2020 une histoire extraordinaire sur le premier semestre en valeur refuge. Et là, on a battu ce record-là sur le mois de mars avec 11 milliards et des brouettes sur un mois de flux sur un mois de flux sur l'or. Il y avait aussi des déboires, si vous vous souvenez, sur les crypto-currencies à cette période-là. Donc les gens qui se disaient, OK, est-ce que les cryptos vont prendre le relais de l'or ? Là, je pense qu'ils ont révisé leur position. Donc tout ça, effet cumulé, a été très positif. Sur l'obligataire, c'est un peu plus compliqué. Mais donc on était malgré tout sur une collecte positive, mais qui cachait derrière 2 histoires. Un, les valeurs refuges, très court en duration. On s'attend effectivement, comme tout le monde, on attend les résultats, mais malgré tout des hausses. Et une histoire sur le crédit qui est beaucoup plus compliquée. Donc là, on a par exemple sur les segments high yield qui sont très représentés sur les ETF, on est sur des collectes de l'ordre de 30% des encours. D'accord. Et bien sûr, c'est des records, mais vraiment, on est en retrait très massif sur. Bien sûr. Sur correction obligataire, les banques centrales montent les taux remontent, les primes de risque montent, etc. On connaît la mécanique, mais donc ça se traduit effectivement par des décollectes importantes sur cette partie AI. Est-ce que ça se calme ou pas? Alors, donc ça, c'était l'histoire premier trimestre. Juste pour compléter un peu la vision, on avait aussi des réallocations sectorielles assez marquées. Donc, premier, on a eu en fait, pour accompagner ce que j'expliquais sur la partie, on se positionne sur l'Europe et ensuite on divorce complètement. On avait pareil sur les financières. Donc on a eu effectivement emblématique des marchés européens, effectivement. Emblématique des marchés européens, plus le durcissement de la politique monétaire. Donc c'est vrai qu'on a une pontification de la courbe qui est plus là. Donc ou en tout cas on l'anticipe qu'elle sera plus là. Et donc voilà, les financiers sont pénalisés. Un coup d'arrêt là-dessus. Exactement. Sur la partie croissance, effectivement, on avait sur 2020-2021, comme vous le savez, une histoire sur les techs. Et sur la santé, qui était très marquée. Les deux sont des moteurs de croissance avec des valorisations qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc les deux ont été pénalisés d'un point de vue rotation sectorielle. Et le grand gagnant, entre guillemets, la seule constante, c'était l'énergie. Donc les secteurs énergie, qui soient gérés en thématique, c'est-à-dire que dans les nouvelles technologies qui émergent avec malgré tout ce côté un peu croissance, mais qui sont quand même portés d'un point de vue flux, notamment parce qu'on attend de la technologie et des ruptures pour la durabilité en ce qui concerne l'énergie, et l'énergie classique, parce que de l'énergie élevée. Et en fait, je pense c'est assez intéressant de voir que les flux se sont davantage portés sur les énergies en action, plutôt qu'en direct.
donc les matières premières restent en je collecte comprends. positive. C'est entre C'est guillemets plus à travers les marginal. actions des acteurs du monde de l'énergie que les flux sont allés. Exactement. Et on le comprend en fait parce que très difficile de prédire le prix d'énergie lorsqu'on est déjà sur des niveaux très élevés. Par contre, de s'attendre à ce que ces prix restent élevés et donc améliorent les marges de ces compagnies, c'est probablement plus simple et c'est probablement ce que les investisseurs anticipent. Donc, cette amélioration de marge, quand on regarde en fait en général les prix qui sont utilisés dans les valorisations de ces entreprises, on regarde plutôt des prix qu'on appelle forward, donc c'est-à-dire éloignés, dans lesquels on ne va pas impacter toute la volatilité des marchés, du marché spot, donc des prix réels, et on va plutôt voir un prix d'équilibre, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus bas que le prix spot. Bien sûr. Donc, du coup, on s'attend, si on reste avec cette marge, avec une amélioration, donc voilà. Donc, on a plutôt vu des positionnements là-dessus. Est-ce que, quand je disais, est-ce que ça se calme, est-ce que, le thème énergie, que ce soit à travers les actions ou les matières premières, le thème inflation avec la décollecte, par exemple, sur le high yield, le thème risque géopolitique en Europe, avec là aussi le coup d'arrêt de la collecte sur la thématique action européenne, est-ce que ça se calme? Est-ce que vous en voyez le bout ou est-ce que ça reste pour l'instant les tendances qui guident la dynamique des flux que vous pouvez observer chez BlackRock iShares? Alors, la grosse différence, c'est que sur le mois d'avril, qui vient de se terminer, on est sur un arrêt total de la collecte. Donc, je disais qu'en fait, malgré tout ça, on était sur une dynamique d'investissement financier qui était encore très soutenue et en ligne avec... Là, on lève le stylo, quoi. Là, exactement. Là, on est sur un coup d'arrêt, alors même qu'on sait que j'ai envie de dire, l'industrie ou le marché génère une centaine de milliards à déployer, on ne les déploie plus. D'accord. Donc, on est sur un coup d'arrêt. Ça veut dire coup d'arrêt sur les actions, parce que ça reste le gros de l'activité qu'on a sur les ETF. Et la nouvelle tendance, entre guillemets, sur le mois d'avril, c'est que des collectes très marquées sur les États-Unis. On n'est pas en fait en décollecte, ou en tout cas dans une collecte aussi mesurée, si on n'a pas un coup de frein sur les US. Ça reste normalement le segment qui bien sûr, oui. C'est le marché directeur, et donc en termes de collecte, ça se retrouve également... On est sur environ 30 milliards de décollecte sur le segment action américaine. C'est première depuis le Covid. Et on continue bien sûr à avoir cette pression vendeuse sur l'Europe également, mais beaucoup plus mesurée, parce que de toute façon en termes de positionnement il ne reste plus tant que ça. C'est ça, on arrive déjà à des niveaux très bas en termes de détention. Exactement. Donc là, d'un point de vue macro, clairement, on est sur un... Et vous l'expliquez, c'est quoi? C'est gel des décisions d'investissement. Là, plus personne ne veut prendre aucune décision en attendant d'y voir plus clair. Non, mais pour dire les choses simplement, c'est l'idée sous-jacente. Il y a effectivement un peu d'attentisme. On est rentré dans la saison de publication en se disant, OK, on va essayer d'y voir un peu plus clair, et on n'y arrive pas trop. Donc, on attend ensuite les taux directeurs de la Fed pour savoir si on a une tendance à lire. Mais on est sur effectivement beaucoup d'attentisme. On se souvient un peu, c'est un proverbe qui revient souvent, sell in May and go away. C'est vrai qu'il y a ça aussi. On est vraiment un peu là-dedans en se disant, est-ce que ça sert à quelque chose d'être investi sur les prochains mois de l'année? Donc on a un petit peu ces phénomènes. Si on regarde d'un point de vue sectoriel et factoriel, peut-être pour essayer de lire un petit pouls plutôt en sentiment, on va dire, dérivé, on a les mêmes phénomènes de rotation que j'expliquais, avec les financières d'un côté, pour le coup tout le reste de l'autre. C'est-à-dire qu'on a quand même des flux positifs sur toutes les catégories qu'on avait évoquées, donc les grandes familles, technologie, l'énergie bien sûr, la santé. Donc tout ça reste encore une sorte de barbel entre les cycliques qui les financières vraiment visées et attaquées. On est sur une décollecte, je crois, de 7 milliards. Et en face de ça, on a 10 milliards sur les grands secteurs
qui sont voilà, drivés. Oui, surtout plus beaucoup par croissance, la tech. quoi. Ouais. Exactement, beaucoup plus croissance. Merci beaucoup, très instructif Arnaud, cette vision alors sur le premier trimestre, la vision globale et puis les grandes tendances du mois d'avril que vous avez pu observer chez BlackRock. Arnaud Gian qui était à mes côtés pour ce décryptage et ce panorama de la dynamique des flux sur ces 4 premiers mois de l'année 2022, responsable de l'activité iShares chez BlackRock, invité du quart d'heure thématique ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.